Bonjour Monsieur le député. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté de répondre aux questions pour Regard Actu. Non, mais c'est bien volontiers que je participe à l'information des gens qui sont fidèles à ce site, c'est-à-dire, je pense, essentiellement des gens de gauche. Plus de 300 visiteurs uniques par jour, entre 800 et 900 pages vues. Ben, journellement, donc c'est un site qui est modeste, malgré tout, mais qui a quand même une petite importance. Je vais être direct dans les questions. Oui, allez-y. En 2008, Monsieur Lesterlin, vous étiez candidat sur Montluçon pour les municipales. On vous attendait donc à Montluçon tout naturellement. Ça n'a pas été le cas, vous avez choisi Commentry. Chacun sait par ailleurs que Commentry, c'est un des endroits, sinon l'endroit où vous avez réalisé le meilleur score, en tant que député. Et donc certains y voient, on va dire quelque chose, un positionnement de facilité, parce que vous aviez probablement plus de chances d'être élu sur Commentry qu'ailleurs. C'est en tout cas ce qui s'est dit, et donc, parallèlement, certains se demandent si vous n'avez pas été parachuté. Et vous le savez, vous avez entendu bien sûr. Non, mais je vous remercie au contraire de me donner l'occasion d'être très clair là-dessus. Vous avez raison de dire que mes camarades socialistes m'avaient désigné pour être le tête de liste en 2008 à Montluçon. Moi, je ne le souhaitais pas à l'origine, parce que bon, je m'étais engagé dans un mandat qui est exigeant, qui est le mandat de parlementaire. Entre nous soit dit, après l'aventure de 2002 où on a eu très peur que Daniel Dugléry, récemment élu maire de Montluçon, batte notre député de gauche Pierre Goldberg, puisque ça s'est joué à 74 voix. Voilà, il fallait prendre toutes les précautions en 2007 pour éviter que la droite ne prenne cette circonscription qui, je dirais, est historiquement une circonscription de gauche. Donc j'avais été élu un an avant député, un petit peu moins d'un an avant, en 2007, en juin 2007. Et mes camarades m'ont dit, une dynamique s'est créée, donc il faut que ce soit toi qui mène la liste. Moi, j'étais pas très chaud, j'ai cherché avec eux d'autres solutions, puis finalement ils ont dit non, il faut que tu y ailles toi. J'en avais parlé avec Pierre, dont je suis le successeur à l'Assemblée nationale, et on avait regardé un petit peu toutes les hypothèses, puisqu'on représentait deux familles de gauche qui ont l'habitude de se respecter et de s'allier, de s'unir pour battre nos adversaires communs de droite. Et Pierre m'a fait savoir en septembre, après qu'on ait regardé ces différentes hypothèses, qu'il pensait plus intelligent politiquement de faire une liste, contrairement à l'habitude, je dirais, de l'Union de la gauche à Montluçon, qui voulait qu'on soit sur une liste d'union de la gauche. Donc je lui ai dit, bon, faisons une campagne effectivement pour rassembler nos forces respectives et pour les additionner au deuxième tour. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de deuxième tour. Donc il faut savoir tirer les leçons du fonctionnement de notre système politique tel qu'il est. Pas tel qu'on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est. Et le système politique tel qu'il est fait que quand il y a une forte dynamique chez nos adversaires, parce qu'eux se sont rassemblés, voilà, ils risquent de passer au premier tour. Et dans ce cas-là, effectivement, nous sommes dans la minorité. Donc voilà l'explication de ma candidature. Ensuite, on ne va pas me reprocher d'avoir plutôt fait du bon boulot. Parce que si M. Dugléry est repassé après rectification par le Conseil d'État, rappelez-vous, il y a eu des recours, à 31 voix, je crois, donc au premier tour, nous retrouvons les deux listes de gauche, la liste
animée par Luc Bourduche, puisque Pierre s'était retiré, et la mienne, animée par Frédéric Cotte, puisque moi je m'étais retiré après que nous ayons été battus au premier tour par Ducléry. Donc voilà, je crois que c'est vraiment important de tirer des leçons de ce qui s'est passé, parce que notre système politique, effectivement, nous dit que pour gagner, il faut être rassemblé. Quand la droite est rassemblée, souvent elle gagne. Quand nous, à gauche, nous sommes rassemblés, on gagne. En tout cas, c'est une leçon que moi j'ai apprise il y a très longtemps, quand j'ai travaillé avec François Mitterrand, qui a été, rappelez-vous, le candidat unique de la gauche aux élections présidentielles en 1965, et qui ensuite, après qu'il ait reconstruit le Parti socialiste au congrès d'Épinay en 1971, a été un fervent militant de l'Union de la gauche, et j'étais à ses côtés à ce moment-là, lorsque Georges Marchais était son interlocuteur pour le Parti communiste et le docteur Fabre pour le PRG de l'époque. Voilà. Parti des radicaux de gauche. Parti des radicaux de gauche de l'époque. Donc voilà, il faut, oui. Bon, en même temps, il faut savoir se respecter dans notre identité propre. Hein. On ne va pas refaire tous les jours le congrès de Tours. Hein. On sait que dans la tradition de la gauche française, bon, il y a deux grandes familles. Hein. L'une autour du Parti communiste, qui est un parti éminemment respectable, quand on voit le rôle qu'il a joué dans la résistance, après la guerre, autour du général de Gaulle, avec les socialistes. Le Parti socialiste, qui est un petit peu plus ancien, qui est voilà, issu de Jaurès, qui a mené le gouvernement au Front populaire avec Léon Blum. Voilà, on est dans deux familles de gauche distinctes, qui doivent être chacune fières de leur identité, et qui doivent trouver les terrains d'entente, notamment pour la gestion des collectivités territoriales. Moi, je me réjouis, par exemple, que la région Auvergne soit de gauche, depuis que Pierre-Joël Bonté a battu Giscard d'Estaing, dans une union entre toutes les forces de gauche, et notamment les socialistes et les communistes, avec les Verts, hein, puisque les Verts sont quand même une formation plus jeune que les deux autres formations dont je parle, mais il y a authentiquement des hommes et des femmes de gauche chez les Verts. Je me réjouis que dans le département de l'Allier, on soit arrivé à reprendre la direction des affaires pour mener des politiques de gauche sous la direction de Jean-Paul Le Dufrègne, qui est un ami et qui est un excellent président du Conseil général, mais qui s'appuie sur une majorité socialiste, voilà, communiste, avec quelques sièges radicaux de gauche également. Et Commentry, pourquoi là? Commentry, pourquoi quoi? Pourquoi avez-vous choisi spécialement Commentry? Alors moi j'ai choisi Commentry dans un contexte tout à fait différent. Depuis l'époque dont nous parlions à l'instant de 2008, moi j'ai activement milité, d'abord vous le savez, parce que j'étais un de ses proches, avec Ségolène Royal, avec François Hollande, dont j'étais le responsable de la campagne dans le pays de Montluçon, dans l'arrondissement de Montluçon, il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant. Voilà, je me suis battu avec eux sur le cumul des mandats. Autre sujet tabou. Je pense qu'on va en parler. On va en parler rapidement. On va en parler. Moi, je pense que le non-cumul des mandats, l'interdiction d'un cumul entre un mandat de parlementaire, député ou sénateur, ou parlementaire européen, député européen, et un mandat d'exécutif local, hein, maire d'une ville, même adjoint au maire d'une ville, parce qu'il y a des délégations importantes, président d'un conseil général ou vice-président, président de région. C'est pas une bonne chose, parce que moi, ça fait 7 ans que je suis député. Je suis dans la commission des lois maintenant, qui est la commission la plus exigeante en nombre de textes examinés. Voilà.
Donc c'est un vrai travail, c'est un mandat important que nous confie le peuple, voilà. Et il faut, tout en gardant le contact avec le terrain, avec notre source de légitimité qui est le peuple. Bien sûr. Donc il faut rester en contact avec la population qui nous a élus, avec les associations, avec les élus locaux, avec les entreprises, avec le tissu économique, tout ça. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le travail qu'on fait en commission, en groupe de travail, etc. Et puis bien sûr en séance plénière dans l'hémicycle à Paris, et le travail de représentation du peuple, parce que nous sommes des élus de la nation, donc en contact avec ceux qui nous ont confié ce mandat. Je dis bien ce mandat parce que ce n'est pas un métier. Faire de la politique, ça ne doit jamais devenir un métier. Et c'est pour ça que je milite contre le cumul de mandats, y compris dans le temps. Moi, j'ai déposé un amendement pour... alors j'ai été très minoritaire, hein, je vous l'avoue, pour que les parlementaires, notamment, ne puissent pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça fait 10 ans. Donc, en 10 ans... Ça existe d'ailleurs dans d'autres pays. Oui, ça existe dans d'autres pays, mais ça existe en France pour le président de la République, par exemple. Il peut revenir après, mais il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Bon, j'ai été mis en minorité, y compris dans ma propre famille politique, hein, dans le groupe socialiste. Donc, moi, ma position sur ce combat, qui est une conviction pour moi et conviction que je garde, a consisté à dire ça, limitation aussi dans le temps, et à dire, par contre, il y a une majorité de Français qui sont pour, au-delà des frontières de la gauche même, et donc il faut l'appliquer tout de suite. Enfin, tout de suite. Dès que le problème de cumul se pose. Donc au premier renouvellement des collectivités territoriales, donc en 2014. Nous étions en 2012, hein, les élections législatives, 2 ans après. Donc j'ai fait des propositions à François Hollande dans ce sens-là, je lui ai écrit, j'en ai discuté avec le chef du gouvernement, avec mon groupe, ils n'étaient pas très chauds, d'une part parce qu'il risquait d'y avoir un problème de majorité sur cette position, d'appliquer le non-cumul dès 2014, et deuxièmement, il y avait un petit risque juridique, avoir cette disposition importante et sur laquelle on ne reviendra pas, hein, qui est faite pour l'histoire, je dirais, de notre démocratie, pour que le risque ne soit pas pris, qu'elle soit annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu'on changerait la règle en cours de mandat. C'est-à-dire, pour être très concret, les électeurs, les citoyens qui ont voté pour un député, qui ont élu un député en 2012, n'élisaient pas un député en sachant qu'il était susceptible, en 2014 par exemple, s'il était confronté à un cumul de mandats entre maire et député, d'opter pour son mandat local, son mandat de maire, et de laisser son siège à l'Assemblée nationale, dans ce cas-là, à son suppléant. Hein, ce qui est le cas, par exemple, si on est nommé au gouvernement, c'est un député qui est nommé au gouvernement, c'est le suppléant qui siège à sa place pendant qu'il est au gouvernement. Si on se tue en voiture, c'est automatiquement le suppléant qui est en place. Donc là, ça aurait été la même règle, mais effectivement, c'est une règle qui n'avait pas été édictée au moment de 2012, quand les citoyens ont voté pour leur député. Donc il y avait un petit risque d'annulation de ce principe, du non-cumul de mandat, par le Conseil constitutionnel. Et François Hollande et le gouvernement, que je soutiens, n'ont pas voulu prendre ce risque, en se disant, si on ne le fait pas passer maintenant, qu'on a une majorité sûre, ça risque de jamais revenir, et s'il y a à nouveau une alternance démocratique, la droite enterrera ça. Donc on vote le principe maintenant, et on ne l'applique qu'à partir du moment où on renouvelle le Parlement. Et le renouvellement du Parlement, donc de l'Assemblée nationale, c'est en 2017. Et pour les sénateurs, c'est cette année et 3 ans plus tard, puisqu'ils se renouvellent par moitié. Donc le texte gouvernemental n'a pas retenu les amendements que j'avais faits en amont, hein, et donc je me suis rallié par discipline
discipline majoritaire, à la position du texte gouvernemental, et j'ai donc voté ce texte. Donc le non-cumul s'appliquera en France à partir de 2017. Et comme moi, rappelez-vous, mais je le redis devant vous là, puisque nous sommes enregistrés, comme j'ai dit que je ne me représenterai pas pour un 3e mandat à l'Assemblée nationale, je ne serai pas touché par cette disposition législative. Donc voilà, elle ne s'appliquera qu'à partir de 2017 pour les députés de la prochaine mandature, la prochaine législature. Donc c'est dans ce contexte-là, pour en revenir au cumul de mandat et à Commentry, que un certain nombre de camarades, en même temps que les Montluçonnais, qui me disaient, aux dernières législatives, tu as mis 10 points d'écart à Ducléry. Donc, bon, a priori, si on veut refaire basculer la ville de Montluçon à gauche, tu es un candidat qui a effectivement quelques atouts. Mais je ne le voulais pas parce que, de toute façon, en même temps qu'être député administré, ce que j'appellerais déjà une grande ville, hein, parce que c'est 2000 personnes à gérer, c'est un gros budget, c'est l'agglo. Bon. Je ne voulais pas, pour les raisons que j'ai indiquées, de cumul de mandats et de cumul donc aussi de travail. Bon. Bon, à Commentry, ils étaient confrontés à la situation. Il y avait un certain nombre de camarades qui, pour faire l'union de la gauche, recommandaient que les socialistes soient sur la liste de nos camarades du Front de gauche, qui avait déjà présenté une liste la dernière fois, l'alternative, alors que bon, si on est démocrate, quand on fait une alliance entre deux formations politiques, on doit se référer au poids respectif de chacune de ces formations politiques. Et pour se référer objectivement, il faut quand même prendre les résultats électoraux. Et comme le Parti socialiste a été depuis très très longtemps à Commentry toujours en tête devant la sensibilité, non pas le Front de gauche, historique des communistes, qui s'est élargi au parti de gauche, etc., pour constituer le Front de gauche, la logique eût été que la liste d'union de la gauche soit menée par un socialiste. Bon, voilà. Donc il y a eu des divergences en notre sein sur cette question, qui est une question voilà, tout à fait honorable. Hein. Pourtant, si on regarde dans la liste de Sylvain Bourdier, c'est oui, voilà. Cette liste à laquelle vous faites référence, il me semble que les socialistes occupent quasiment toutes les premières places, presque. Enfin, ceux qui en sont de sensibilité socialiste occupent des places importantes dans cette liste. Oui, alors, il faut être clair sur qui est socialiste. Non, il n'y a pas 3 partis socialistes. D'accord. Tout le monde peut être socialiste, historiquement. Voilà. Même au XVIIIe siècle, il y avait déjà chez les philosophes des socialistes. Bon. Mais les socialistes, c'est les adhérents du Parti socialiste. D'accord. Voilà. Il y en a, non, dedans. Donc il y a un certain nombre de camarades de la section socialiste de Commentry qui, effectivement, je le dis très ouvertement, pensaient qu'il valait mieux aller sur une liste dirigée par un camarade non socialiste du Front de gauche, d'une formation qui est objectivement une formation minoritaire à gauche à Commentry. C'est simplement les chiffres qui le disent. Hein. Il se dit divers gauche d'ailleurs. Oui, il n'est pas Front de gauche. Moi je respecte tout le monde. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Chacun s'intitule comme il veut. Mais moi je pense que quand on fait de la politique dans un pays démocratique où les partis politiques peuvent exister dans leur diversité, voilà, sans être menacés, hein, on n'est pas en Ukraine, hein, bon, on est en France. On n'est pas en Égypte, on est en France. Bon, donc il faut assumer les familles politiques auxquelles on adhère. Il faut assumer. Moi, je suis socialiste depuis toujours, depuis mon adolescence. Voilà, j'ai soutenu, quand j'étais plus jeune, François Mitterrand. Ensuite, voilà, j'ai soutenu tous les premiers secrétaires, que ce soit Henri-Emmanuel, Laurent Fabius, Michel Rocard, et bien ensuite j'ai soutenu ceux qu'on avait démocratiquement désignés pour être nos porte-drapeaux, hein, Ségolène Royal, François Hollande. Moi je suis socialiste et fier de l'être.
je le dis, je suis socialiste et fier de l'être. Il ne faut pas avoir sa famille politique comme un handicap. Moi, je n'ai pas mon drapeau dans ma poche. Voilà. Et je pense que, notamment dans les grandes familles politiques très respectables, historiques, du mouvement ouvrier comme le Parti communiste, il ne faut pas avoir le communisme honteux. Bon. Et moi, ça me gêne que des camarades d'une sensibilité qui n'est pas la mienne essaient de dissimuler un peu ce qu'ils sont. Vous voyez, il y a des problèmes d'identité, il n'y a aucune honte à avoir à être communiste, il n'y a aucune honte à avoir à être socialiste, il n'y a aucune honte à avoir à être radical, c'est un vieux parti aussi. Bon, voilà. Donc il faut le dire. Divers gauche, vous savez, divers gauche, on ne sait pas où commence le divers et où s'arrête le divers. Hein. Bon, voilà. Maintenant, un certain nombre de camarades de cette sensibilité se sont regroupés, notamment derrière les leaders du Parti communiste et derrière Jean-Luc Mélenchon, qui vient de nos rangs, mais qui lui a eu la clarté de quitter le Parti socialiste. Quand Jean-Luc Mélenchon a créé le parti de gauche, il n'a pas dit « je suis le parti socialiste bis », non, il a créé un parti qui s'appelle le parti de gauche et qui est tout à fait respectable. Il faut s'assumer comme on est, voilà. Et moi, l'union de la gauche, parce que voilà, je m'intéresse à la politique, même si je ne suis élu que depuis 2007, je m'intéresse depuis mon adolescence. L'union de la gauche, pour moi, c'était les socialistes et les communistes, hein, avec une grande période de ma vie où c'était les communistes qui étaient devant. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le député auquel je succède et pour lequel j'ai le plus grand respect, Pierre Goldberg, comme élu de gauche, il a été élu député toujours avec les voix des socialistes. Les municipalités de Montluçon, pour parler de Montluçon, elles ont été des municipalités d'union de la gauche où il y avait des communistes devant, parce que c'est eux qui avaient le poids électoral le plus fort, avec des socialistes derrière. C'est grâce à cette union qu'on a gardé depuis son élection, depuis 1977, si je ne me trompe, la municipalité à gauche, jusqu'à la catastrophe, je dirais, de 2001, où on a perdu en même temps la ville de Montluçon, qui est passée à droite, et le département qui est repassé à droite, alors qu'il était dirigé par les communistes. Vous dites qu'il ne faut pas vivre son appartenance politique comme un handicap, précisément. Ne pensez-vous pas que le bilan du gouvernement, en tout cas la politique qu'il a menée jusqu'ici, ne risque pas d'être un handicap pour les prochaines élections, pour les socialistes, pour ceux qui mènent les... Mais il faut avoir des convictions. Si j'étais en désaccord absolu avec ce gouvernement, je ne ferais plus partie de sa majorité, je démissionnerais. Il faut être clair. Oui, bien sûr. Voilà. Personne n'est obligé de solliciter un mandat politique. Hein. Mais moi, je fais partie de la majorité qui soutient le président de la République, dont j'ai fait la campagne, comme et qui soutient... Comme M. Cotte. Absolument, comme Frédéric Cotte. Et je soutiens le gouvernement de la République, qui est un gouvernement légitime, voilà, mais qui est issu effectivement d'un rassemblement de beaucoup de Français qui ne sont pas tous au Parti socialiste, ni même adhérents des partis de gauche. Voilà. Voilà. Quand on n'est plus d'accord, voilà, on part. Hein. Qui est-ce qui disait ça? C'est pas Jean-Pierre Chevènement? Hein? Si. Voilà. Bon, ministre, voilà, un grand ministre, c'est un homme de gauche. Sa gueule, ça démissionne. Voilà, bon, donc, oui, non, et puis, il ne faut pas parler de handicap, surtout quand on est en campagne, il ne faut pas parler de handicap, de ce qu'on soutient. Voilà, et puis, je pense qu'il faut avoir des convictions, il faut les défendre, et puis il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire, on va avoir après, là, dans les mois qui viennent, un débat européen, où vraisemblablement on sera plus éloignés les uns des autres, entre les gens issus, je dirais, de la grande famille communiste et les gens issus de la grande famille socialiste. Parce que, historiquement, on n'a pas les mêmes options là-dessus. Mais pour diriger une ville, je vais vous dire, quand on regarde un petit peu les programmes, nos propositions se ressemblent beaucoup, et force est de constater que quand on est ensemble, ça marche bien. Hein. Ça a bien marché si on regarde le bilan des communes
ou des départements qui ont été, ou des régions qui ont été gouvernées par la gauche. Moi, je suis content que ce soit l'Union de la gauche dirigée par un socialiste qui dirige la région. Je suis content que ce soit l'Union de la gauche dirigée par un communiste qui dirige le département. Voilà, et j'aimerais que Commentry et Montluçon, pour ne parler que des deux villes qui nous sont proches géographiquement et proches à notre cœur, passent à gauche. Voilà. C'est pour ça que je suis candidat. Alors, si je n'ai pas répondu à votre question, effectivement, il y avait un certain nombre de camarades qui, dans la section socialiste de Commentry, qui pensaient que la bonne stratégie, c'était d'aller sur une liste dirigée par le Front de gauche. Il y avait un certain nombre de camarades qui ne faisaient pas cette analyse et qui pensaient néanmoins qu'il fallait qu'on continue à discuter avec le Front de gauche pour faire une liste ensemble. Ce qui a toujours été ma position. On a échangé jusqu'au mois de septembre, octobre, et puis voilà, les choses se sont conclues, comme d'ailleurs ailleurs, comme d'ailleurs à Montluçon. C'est peut-être un peu dommage. À Montluçon, on a parlé tout à l'heure, on avait déjà expérimenté ça en 2008. Il y aura deux listes représentant la gauche au premier tour. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait le souci du respect mutuel, je dis bien du respect mutuel, parce qu'on n'a pas à tous penser pareil sur tout, mais du respect mutuel, et puis du rassemblement, parce qu'en démocratie, il faut rassembler. On va en parler justement, ça va être la dernière question qui est assez importante. Une autre question, un reproche qui vous est fait, que vous avez dû entendre, c'est cette fameuse affaire de la réserve parlementaire. Oui. Vous accusez, vous avez dû le voir à diverses reprises, de ne pas avoir attribué de subventionnement à la ville de Commentry. Vous pouvez répondre à tout à fait, vous savez, bien sûr que je peux. Bien sûr. Je peux répondre, et puis je peux même rectifier un tout petit peu vos propos sans que ce soit insolent. Je n'affecte pas le fonctionnement de la réserve parlementaire, c'est que nous recevons les parlementaires. D'abord, moi je vais vous dire, je suis contre la réserve parlementaire. Parce que ce sont des crédits de l'État, donc financés par vos impôts et les miens, qui transitent par les budgets des ministères. Alors quand c'est pour financer un projet culturel, c'est le ministère de la Culture, quand c'est pour financer une collectivité locale, c'est le ministère de l'Intérieur, quand c'est pour... voilà. Donc c'est de l'argent de l'État, c'est pas l'argent du député. Hein. On n'a pas dans les poches comme ça à distribuer. C'est à Corbeil-Essonnes qu'on distribue des billets comme ça, c'est pas... non, ce sont des crédits de l'État et on a voté d'ailleurs au sein du groupe là-dessus en début de mandature. Moi j'ai voté contre parce que je pense que les crédits de l'État, c'est au ministère respectif de les distribuer, et il n'y en a souvent pas assez par rapport aux demandes. Ou alors c'est aux représentants du gouvernement, et je sais un tout petit peu de quoi je parle, puisque moi-même j'appartiens toujours au corps préfectoral, c'est aux représentants de l'État en fonction des demandes, en fonction des besoins, et dans une justice distributive, d'affecter ces crédits qui sont des petits crédits complémentaires, pour créer un montage financier, c'est pas... Voilà. Donc ici très concrètement, je reçois chaque année des demandes, habituellement des maires, mais aussi des présidents d'associations pour les aider dans un projet particulier. Voilà. Et qu'ils le méritent. Et moi, j'ai dicté des principes clairs, c'est qu'il faut être juste. Il ne faut pas que ce soit des crédits affectés sur des critères politiques, de l'appartenance politique du maire ou du président d'association. Je veux dire, c'est l'argent de tout le monde, hein, c'est l'argent des impôts. Et puis... voilà, l'utilité sociale du projet. Mais ce sont souvent des petits crédits qui viennent compléter un projet. Et souvent pour donner un coup de main aux communes les plus défavorisées qui, chez nous, sont les petites communes rurales. Hein, voilà. Donc, j'ai jamais de demande de Montluçon.
Bien que mon ancien suppléant était, vous le savez, Marc Malvé, maire de Domérat, deuxième commune démographiquement de l'arrondissement, j'ai jamais eu de demande de Domérat. Mais par contre, j'ai plein de demandes de petites communes rurales qui ont du mal à s'en sortir. Voilà. Et donc, en fonction des communes, de l'intérêt du projet, de la discussion que j'ai avec le maire ou le président de l'association, etc., et de l'enveloppe dont je dispose, hein, qui est pas énorme, voilà, on fait une liste. D'ailleurs, maintenant, nous, on a voté la loi sur la transparence. Cette liste est tout à fait publique. D'ailleurs, elle a été publiée sur un des blogs du Front de gauche ou proche du Front de gauche. Je trouve ça tout à fait normal. Depuis que la réserve parlementaire existe, le maire de Coventry ne m'a jamais rien demandé. Et étant donné que je m'étais impliqué en acceptant d'être candidat à l'investiture à la demande de mes camarades à Coventry, j'ai dit au maire, voilà, j'ai des dossiers de réserve parlementaire, j'en ai pas de Coventry, est-ce que vous avez vraiment une demande, parce que même si elle est administrée par la droite, c'est une commune populaire où il y a des besoins pour les familles modestes, etc. Et bon, il m'a remercié de ma démarche, parce qu'habituellement, c'est pas le député qui va proposer, mais c'est le maire plutôt qui demande au député. Et il m'a présenté effectivement un dossier. Bon. Vérification faite, le dossier s'apportait sur l'installation, enfin l'amélioration de l'installation de la crèche des Trois Pommes, hein, qui est plus que Coventry, qui est communautaire. Mais le projet était très avancé, il était déjà financé. Et refinancer quelque chose qui est déjà financé par de l'argent public, ça s'appelle du détournement de fonds. Donc je n'ai pas voulu manger de ce pain-là. Donc je lui ai dit, mais je suis navré, il faudra trouver un autre projet. A été présenté un autre projet, alors qui n'a rien à voir avec ce pourquoi est faite la réserve parlementaire. C'est un projet de VRD, hein, voirie réseau divers, gros projet de travaux publics pour la continuation de l'aménagement de la Brande. Et je ne voulais pas qu'il me soit reproché de financer un aménagement, alors que publiquement j'avais dit que la priorité me semblait être la défense des commerces de proximité, parce que à Coventry, on a une population de personnes âgées qui vivent en ville, etc., et qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Le libellus ne va même pas jusqu'à Intermarché. Vous voyez. Bon. Donc qu'il me soit reproché de mettre de l'argent par rapport à un projet qui existait et qui finalement n'a pas été retenu par l'administration et par le vote des élus, de l'installation juste à côté de Coventry, à Malicorne, d'un grand centre commercial de 9000 m². J'ai dit que j'étais contre. Je n'avais pas à voter, mais en tant que député, j'ai dit que sur le plan de l'aménagement du territoire, non, ça ne me paraissait pas être une priorité. Peut-être faudra-t-il effectivement un autre supermarché, j'en sais rien, mais ça on en discutera avec les Coventriens et les commerçants de Coventry, mais on n'allait pas refaire la même erreur qui est en train de se faire, à mon avis, à Montluçon, hein, je le dis, avec Saint-Jacques, où ce centre commercial, avec que des franchisés, va finir de tuer les marchands de vêtements, voilà, à la fois de l'avenue de la République et du boulevard de Courtet. Moi, ça me paraît vraiment incongru, ce projet de M. Ducléry. Donc moi, je ne voulais pas qu'il me soit reproché de faire la même chose. Et puis, alors, j'ai suggéré un troisième projet, parce que je pense que c'est un projet intelligent. C'est dans le domaine culturel de subventionner la bouchure. La quoi ? La bouchure, qui est le festival voilà, de musique, parce que je trouve que c'est intelligent, même si mon adversaire coventrien est un peu à l'origine de ce projet. La bouchure, c'est une association qui est présidée par Stéphane de Freitas, dont le trésorier est, si je ne m'abuse, M. Lucas, le directeur de l'école de musique. Ça fait des semaines que je demande à ce qu'on me donne le dossier, le formulaire CERFA, pour que je puisse l'envoyer. J'ai obtenu les crédits.
j'avais réservé une enveloppe de 7000 € pour la bouchure, d'accord? J'ai réservé les crédits, donc j'ai bloqué cette enveloppe. Mais il faut que je puisse présenter le dossier au gouvernement, à la ministre de la Culture, en l'occurrence, pour qu'elle le valide. Et j'attends toujours le dossier. Alors je le dis, si les internautes qui regardent votre blog ont une quelconque influence sur le président de la bouchure ou sur son trésorier, ben voilà, qu'ils leur disent, c'est un message que je passe. Un message mais je vais leur redire parce que Fantas. voilà, j'ai téléphoné à Stéphane à plusieurs reprises moi-même en lui disant dépêche-toi. Voilà. Que fait Stéphane de Freitas? Que fait Stéphane de Freitas? Alors il est peut-être très occupé par une campagne à laquelle il n'est pas habitué parce qu'il avait l'habitude de soutenir les candidats de gauche, non moi. Bon, mais genre, en même temps, moi je respecte ses choix, vous savez, moi je respecte tout le monde. Mais en tout cas, il faudrait que, sinon, voilà, moi, là, à la fin du mois, je vais être obligé de boucler les crédits et je trouverais très dommage qu'on n'ait pas une manifestation culturelle de Commentry et que, voilà, qu'on soit de droite ou de gauche, je trouve que c'est bien d'apporter un peu d'animation dans cette ville qui se meurt. Et je crois que la bouchure c'était un bon projet, donc j'ai envie de le soutenir. Écoutez, on lui fera passer le message. Faites-lui passer le message. Hein, ça voilà. C'est certain. À Commentry, là, il y a 4 listes. Oui, pour l'instant. De liste à droite, de liste à gauche, très équilibrée. Vous pensez avoir des chances sérieuses d'être élu, compte tenu de l'évolution de la campagne, des projets qui ont été présentés, de votre expérience que vous avez en Vous savez, il faut, en politique, il y a 2 qualités à avoir, c'est l'humilité et l'impatience. Les gens trop pressés, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et puis les gens qui sont sûrs, voilà, qui vont gagner, c'est souvent eux qui se ramassent au finish. Mais si vous me posez la question de savoir qui est le plus susceptible de succéder à M. Gabi, qui s'est mis en 29e position, ce qui est une façon de dire je soutiens mes ex-amis, mais c'est pas pour me faire élire moi-même. Si vous me demandez qui est effectivement la personne dans ces 4 listes qui est le plus susceptible de lui succéder, je serais malhonnête de ne pas vous répondre que Bernard Lesterlin, le député dans une ville historiquement de gauche, qui est même emblématique pour la gauche française, et qui a recueilli sur son nom, puisque c'est un scrutin uninominal de la députation, plus de 70% des suffrages, je serais malhonnête de dire que je ne suis pas le mieux placé. Je pense être le mieux placé. Bon. Mais le maire, c'est pas, voilà, c'est pas le sujet. C'est une équipe. C'est une équipe. Et moi, j'aurais trouvé mieux qu'on fasse une équipe de gauche qui regroupe l'ensemble des sensibilités. C'est pas le choix qui a été retenu par le Front de gauche, mais je ne sais pas si la liste peut se réclamer du Front de gauche, puisque maintenant, voilà, il ne le souhaite pas. Bon, pour moi, le leader du Front de gauche, même si on n'a pas toujours été d'accord, mais je le respecte, on se connaît, c'est Robert Boutrin, d'ailleurs, on dit du tête de liste actuel d'Hiver Gauche qu'il est un peu un fils spirituel de Robert Boutrin, qui n'est pas... Donc, franchement, je comprends plus très bien ce qui se passe. J'espère qu'on aura tous l'intelligence de se retrouver et surtout de battre la droite. Alors, parce que pour battre la droite, il faut être efficace. Précisément, M. Lesterlin. Et je pense être le mieux placé pour battre la droite. Très bien. Si c'est ça votre question cachée. Bien sûr, voilà. bien sûr. Moi je réponds franchement. Elle n'était pas si cachée que ça, mais oui. en même temps, vous ne pouvez que la poser de cette manière. Ouais. Vous, justement, en cas de deuxième tour, il est probable qu'il y en ait un deuxième quand même sur Commentry. Bon, oui, la logique, quand il y a 4 listes, habituellement il y a 2 tours.
Vous êtes favorable, vous, à ce rassemblement de la gauche, quel que soit le résultat Ah oui, mais des uns? C'est-à-dire si, par exemple, je vous veux avez dire, en tête le rassemblement, ça se que ça soit se la fait pas liste tout de seul. Comme on prie pour tous. Ouais. Oui. Vous savez, parce qu'il y a un troisième principe. Je vous ai parlé de la patience, de l'humilité dans la politique, mais il y a aussi le bon sens. Mhm. C'est que le rassemblement, on ne le fait pas tout seul. On le fait au moins à deux. Et Au vous moins, pensez qu'il n'y a pas la volonté de l'autre côté? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Si je regarde avec beaucoup de sérénité, parce que vous savez, il en faut plus pour m'ébranler, les commentaires qui sont faits sur ma campagne, dans les blogs, dans les sites qui gravitent autour de la démarche divers gauche, mais inspirée par le front de gauche dont nous parlons, je ne sens pas cette volonté-là. Je ne la sens pas. Vous la sentez un peu agressive, peut-être? Ah, agressive, et je pense que c'est une erreur de se laisser déraper de l'agressivité vers l'insulte. Moi, j'ai été sujet d'insultes. Je vous le dis, franchement, voilà, moi je n'insulte personne, moi je respecte tout le monde, mais jamais il me viendrait à l'idée de prononcer des mots qui blessent à l'égard d'un concurrent ou d'un camarade de gauche qui n'est pas de ma sensibilité, etc. Moi, quand j'ai fait du porte-à-porte et que je suis tombé voilà, sur une sonnette, parce que je fais du porte-à-porte, moi j'aurais vu tous les commentriens. La totalité des commentriens, je vous le confirme, alors que nous sommes à 10 jours du premier tour de l'élection. Moi, je suis tombé sur un citoyen, un habitant, qui a entrouvert sa porte, et quand il m'a aperçu, il me connaît très bien, je me suis entendu dire, quand je lui tendais le dépliant où figure notre programme et notre liste, sûrement pas sale con de socialo. Je le dis, sans dire qui a prononcé cette phrase, mais il se reconnaîtra. Je pense que c'est pas comme ça qu'on prépare le rassemblement. Moi, je n'aurais jamais imaginé de... C'est un cas isolé. J'espère que c'est un cas isolé. Mais ça laisse penser que les conditions ne sont pas au top. Et qu'il faut que les camarades fassent un effort d'acceptation de la différence. Bien sûr. Et de respect de l'autre. Est-ce que vous m'imaginez, vous me connaissez, un jour, parce que voilà, je me serais engueulé avec lui ou elle, prononcer des mots de cette nature avec Pierre Goldberg, député, parce que je suis quand même un élu de la nation, voilà, comme tout citoyen, je mérite le respect, mais j'ai aussi une fonction éminente dont je suis fier. Vous imaginez parler sur ce ton-là à Mireille Church, chaque fois qu'on se voit, on se fait la bise. Non, c'est pas comme ça qu'on prépare le rassemblement. Et je pense que il faudrait que, effectivement, le tête de liste maîtrise un petit peu mieux l'expression des gens qui lui sont proches, voire très proches, et qui quotidiennement bavent sur ma démarche, sur moi, m'interpellent. Je vais vous dire, c'est pas ça qui m'empêche de dormir. Hein. D'ailleurs, vous aurez remarqué, je n'y réponds jamais. Mais vous me posez la question, est-ce que vous pensez que les conditions seront réunies? Il faut que cette situation s'améliore. Moi, j'ai donné comme consigne, c'est symbolique, c'est pas ça qui fait changer une voix. J'ai donné à consigne à tous mes colistiers et à tous les militants qui font la campagne du premier tour sur la liste que je dirige, comme Entrée solidaire, notamment sur les panneaux d'expression libre, dès qu'il y a l'affiche des autres candidats, si grosso modo on est 4 listes, il y a la place pour 4 affiches, et qu'un des candidats occupe la totalité, tant qu'il n'y a pas d'autres affiches, ils peuvent, hein, c'est expression libre. Bon. Mais à partir du moment où on est en campagne, dans ce cas, vous en prenez un quart. Et vous respectez les autres. Vous respectez certainement les autres candidats de gauche, et même vous respectez la droite. Parce qu'on est en République, on se respecte. Ensuite, c'est aux citoyens de choisir. Et je vais vous dire, c'est pas parce qu'on colle 2 affiches
ou qu'on colle une affiche sur l'affiche d'un autre candidat qu'on va gagner des voix. À mon avis, au contraire, les gens, les citoyens, ils sont dans un tel rejet de la politique que tout acte d'agression entre les politiques, entre eux, ils ne supportent pas. Et c'est une façon de renforcer les extrêmes et notamment l'extrême droite. Heureusement que chez nous, grâce à une longue tradition de gauche, de la famille socialiste, de la famille communiste, on n'a pas laissé d'espace au développement du Front National. Et je m'en félicite et je ferai tout avec tous les camarades de gauche, quelle que soit leur sensibilité, pour que ça reste ainsi. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés à monter une liste, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, à Montluçon. Je m'en réjouis. Bon. Donc voilà, il faut qu'on se respecte. Mais aujourd'hui, au jour où je vous parle, là, nous sommes le jeudi, 10 jours, 9 jours avant le premier tour. Il faut vraiment faire un effort, quoi, hein. Il y a des gens qui écrivent des choses qui ne feront pas gagner une voix à la liste. Mais ça peut déterminer, je veux dire, cet Voilà, effort, moi, si vous sentez que... nulle part, vous verrez dans nos écrits, nulle part, vous verrez dans nos écrits, un mot déplacé à l'égard de nos concurrents et même de nos adversaires. Moi, je suis dans la proposition, je ne suis pas dans la dénonciation. Voilà. Donc, voilà, c'est un autre appel que je fais à travers votre site. Sachons nous respecter, parce que moi, fondamentalement, je respecte tout le monde. Très bien. Monsieur Lesterlin, je vous remercie d'avoir... C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.